Quand on ne s'entoure que de ces essentiels, on se sent nourri de ce que l'on possède déjà et on est en capacité de consommer différemment avec beaucoup plus de discernement et de ne plus confondre l'euphorie très passagère que procure un achat immédiat avec le bonheur profond que peut nous procurer la joie de vivre entouré de nos essentiels. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et si vous preniez un moment, les amis, pour explorer votre monde intérieur ? Aujourd'hui, je vous parle de Psychonautes, une plateforme unique dédiée à l'auto-hypnose et à l'hypnose guidée. Découvrez des séances sur des thèmes variés comme le sommeil, le stress ou la gestion des émotions, grâce à des formats audio et vidéo conçus pour vous accompagner sur le chemin du développement personnel. Et ce n'est pas tout, rejoignez aussi une communauté passionnée à travers des lives et des ateliers animés par des experts. Pour vous, auditeurs de Métamorphose, une première capsule d'hypnose guidée est offerte, ainsi qu'une réduction exclusive sur votre abonnement annuel. Alors rendez-vous sur psychonautes.fr/métamorphose pour en profiter. Je vous appelle PSYCHONAUTE. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode événement, on va le dire, de Métamorphose, puisqu'il est enregistré en direct au Bon Marché à Paris. Alors bonjour au public ici présent. On aimerait bien vous entendre peut-être à l'antenne. Vous voulez nous dire... Voilà, merci, on vous entend, voilà. Bienvenue au public ici présent, chères auditrices et auditeurs de Métamorphose. Je suis ravie de recevoir dans cet épisode Marie Quéru, connue sous le nom de l'Arrangeuse sur les réseaux sociaux. Bonsoir Marie. Bonsoir Anne. Comment ça va ? Bonsoir tout le monde aussi ici et bonsoir aux auditeurs qui vont nous écouter. Exactement. Alors, qui n'a jamais eu envie de faire le grand ménage dans sa maison en commençant par s'attaquer à ses placards avant parfois de renoncer à sa bonne résolution devant l'ampleur de la tâche ? Dans notre monde de consommation saturé de possession, mon invité propose une approche originale pour se libérer du trop-plein, qu'il s'agisse de nos espaces physiques ou de notre mental. Experte dans ce qu'elle a elle-même appelé l'écologie d'intérieur, elle nous partage des clés concrètes pour une relation plus saine aux objets, un quotidien plus harmonieux et respectueux de la planète. Et si cette sobriété, choisie, inspirante et durable, était le secret d'un bonheur plus profond pour ne plus perdre de temps et d'énergie ? Alors Marie Quéru, ton tout nouveau livre, paru aux éditions Erol, on le voit là sur la table derrière nous, s'intitule « Trier plus pour ranger moins, le guide pratique de l'écologie d'intérieur ». Comment fait-il écho à ton précédent ouvrage dédié à l'écologie d'intérieur ? Est-ce qu'il est plus pratique ? Alors, tout d'abord, merci pour cette très belle introduction, Anne. Effectivement, moi, tu l'as dit en introduction, je considère qu'on est dans un monde de trop-plein, où on souffre finalement de ce trop-plein. C'est à la fois un trop-plein physique, nos placards débordent, mais aussi nos emplois du temps débordent, notre cerveau déborde. Et j'ai voulu... à ma modeste mesure, apporter des réponses. D'abord en permettant aux personnes de comprendre l'origine de ce trop-plein qui nous fait souffrir autant qu'il épuise les ressources de la planète, et proposer des outils concrets pour aider à régler cette problématique, dès lors qu'on en souffre, évidemment. Et j'ai donc développé effectivement 2 ouvrages. Donc, le premier, l'écologie d'intérieur, vivre mieux avec moins, qui détaille la philosophie de vie de l'écologie d'intérieur et le protocole qui permet de se libérer. On y reviendra évidemment. Oui. Évidemment. Et le second livre qui effectivement est un petit peu plus pratique dans le sens où il détaille comment appliquer ce protocole
à l'ensemble des catégories de notre vie. Puisque, en fait, je considère qu'un objet, il est à la fois tangible et immatériel. Et que donc, ce protocole, il s'applique à la fois à nos vêtements, mais aussi à nos relations sociales, à nos finances, enfin à absolument tout, y compris nos pensées. Et donc, dans ce deuxième ouvrage, j'ai voulu effectivement donner encore plus de clés pour permettre de se libérer. Et donc, les deux ouvrages sont très complémentaires puisqu'ils permettent d'avoir une vision très, très globale de la philosophie et de sa mise en œuvre. Et c'est un très bel objet en soi, un très beau livre, bien mis en page avec de très belles photos. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié aussi. Ça reflète évidemment ta pensée. J'ai trois piliers dans l'écologie d'intérieur, beau, pratique et durable, et beau étant premier. Voilà, c'est ça, l'esthétisme. Je me suis demandé comment c'était arrivé dans ta vie. Tu es ingénieur de formation, cette idée d'écologie d'intérieur, l'idée du rangement, de faire du tri par rapport à nos possessions. Comment voilà, dans ton parcours? Alors, moi, je dis souvent, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. En fait, j'ai toujours eu, entre guillemets, un rapport à l'objet, puisque moi, je ne parle pas de rangement. Je considère que le rangement, tout le monde sait le faire, mais personne n'aime le faire. Je considère que le rapport à l'objet, la façon dont on possède, a un impact sur la façon dont on consomme, et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui me passionne. Oui. Et de mon côté, le rapport à l'objet a toujours été relativement équilibré, mais j'avais le sentiment que c'était un peu comme une... Allez, si on le dit positivement, c'était une compétence un peu extraterrestre, et si je le dis négativement, un peu une tare. Et puis... j'ai eu une révélation un jour quand les personnes qui me raillaient ou se moquaient de moi gentiment, des amis, des proches, sont venus me demander de l'aide parce que voilà, ils ne s'en sortaient plus. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas une tare, c'est une compétence. C'est une compétence que peu de personnes ont dans ce monde de trop-plein, dans ce monde de surabondance dans lequel on vit. Et donc, ça a été le début, en fait, de la rangeuse. Et notamment du nom La Rangeuse, parce que j'ai commencé à me dire que peut-être je pourrais... Tu ranges et tu arranges. Alors, je range pas, justement, même si évidemment il y a un jeu de mots qu'on entend et l'idée derrière ce nom, La Rangeuse, c'était qu'il soit mémorisable. Alors, il n'est pas du tout prononçable à l'international, mais en tout cas, il y a rangeuse. Il y a un petit... Ouais, je pense que c'est ingérable total. Mais bon, c'est ça qui fait la petite particularité française sympathique. Mais effectivement, en fait, c'est, pour ceux qui nous écoutent, c'est L'2R-A-N-G-U-S-E. C'est La Rangeuse, c'est la rangeuse, celle qui arrange. Celle qui arrange. Dans vraiment le sens de soigner, aider, améliorer. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de partir d'une situation qui est vécue comme négative et d'amener les personnes plus loin à se transformer. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est la transformation des modes de vie. On va se poser la question, effectivement, à la fois de ton protocole, de l'écologie d'intérieur. Mais avant ça, je me posais cette question, est-ce que nous possédons les objets ou est-ce que ce sont eux qui nous possèdent? Évidemment, tu en parles. Oui, alors moi, j'ai tendance à dire qu'on se laisse posséder par nos objets dans le sens où on se laisse happer par une consommation qui devient une quête qui est sans cesse renouvelée. En fait, dès qu'on a un objet insatiable, dès qu'on a un objet, on pense au suivant. Et dans le sens aussi où, en fait, c'est ce que j'appelle la triple pollution, pollution visuelle, mentale et environnementale, que finalement, cette accumulation qui est donnée comme une bonne nouvelle dans notre société de consommation. On nous dit plus tu auras, plus tu seras heureux, plus tu consommeras et mieux ce sera. Et donc, on est dans une société de l'avoir plutôt que de l'être. Et en réalité, ce qu'on perd de vue, c'est qu'il y a un autre côté caché, une autre face de la pièce, qui est le fait que ces possessions nous épuisent et créent cette fameuse triple pollution. Et effectivement, dans une certaine mesure, on devient esclave de nos objets. Quand on pense à ce que tu dis, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je pense évidemment aussi beaucoup à Pierre Rabhi et sa sobriété heureuse. Et quand tu parles de cette écologie d'intérieur, ça fait vraiment le pont avec nos intériorités, évidemment, nos écosystèmes intérieurs. C'est pour ça que tu l'as conçu aussi de cette manière. Ça dit beaucoup de qui nous sommes à l'intérieur de nous. Oui, complètement. Quand je parle de l'écologie d'intérieur, en fait, j'utilise des techniques d'organisation pour arriver quelque part beaucoup plus loin. Et donc, je dis qu'on traite notre intérieur, mais surtout, on traite notre intériorité. Et effectivement, moi, la mission que je me suis donnée, ou le mandat que je me suis donné avec La Rangeuse, c'est d'aider les personnes à vivre mieux avec moins et de
permettre de montrer qu'en fait, le durable peut être désirable et la sobriété inspirante. Donc, je dis pas sobriété heureuse, mais sobriété inspirante, et de montrer qu'en fait, lorsqu'on aura compris... C'est plus désirable peut-être d'ailleurs. Et c'est très important cette notion de désirabilité, parce que si on veut la transformation des modes de vie, si on veut la transformation écologique qui est nécessaire et qui va devoir advenir, eh bien, j'estime que pour les particuliers, en tout cas pour les individus, c'est autre chose pour les États et pour les entreprises, mais pour les individus, il faut que ce soit une envie, d'où la désirabilité très importante, et que ce soit vécu comme une opportunité plutôt qu'une contrainte. Et tout l'objectif à travers le travail que je fais avec l'écologie d'intérieur, c'est de montrer que justement la sobriété est inspirante et qu'il y a de la désirabilité qu'on peut mettre, qu'en fait on augmente notre bien-être individuel tout en ayant un impact collectif. Est-ce que ça a changé des choses en profondeur dans ta vie, même si tu nous as bien expliqué avant que tu étais quand même déjà comme ça assez spontanément, puisque tu te faisais aussi railler, tu l'as dit, pour ça. Mais quand même, en avançant dans ton protocole, justement, toi aussi, en descendant à l'intérieur de toi-même par rapport à tout ça, pour le mettre à disposition du grand public, qu'est-ce que ça a modifié dans ton espace personnel, intérieur et extérieur, je dirais ? Ça m'a renforcée sur la puissance du concept. Oui. Ça m'a donné envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est un chemin. On est tous sur ce chemin. Simplement, peut-être que moi, je suis partie depuis plus longtemps. Et donc, je suis un peu plus loin. Mais ce qui est important, c'est d'être sur le chemin. Et effectivement, à travers ce travail que je fais depuis plusieurs années sur l'écologie de l'intérieur, je teste des choses sur moi-même et je me rends compte effectivement que ça crée une libération telle qu'en fait, c'est une libération que j'ai envie qu'un maximum de personnes comprennent et connaissent. Peut-être tu peux nous expliquer comment se construit notre rapport aux objets, parce que ça c'est important, que ce soit à travers le souvenir, l'héritage, ce que l'objet représente pour nous. Qu'est-ce que ça dit de nous finalement ? Est-ce qu'il y a des profils, alors ça fait un peu 2 questions en une, est-ce qu'il y a des profils différents dans les rapports aux objets ? Alors, le rapport à l'objet, pour moi, il a plusieurs composantes. Il y a effectivement, tu l'as dit, une composante, on va dire, émotionnelle, qui est liée à une composante que j'appelle aussi familiale. Il y a aussi une composante plus rationnelle, qui est plus liée à la culture. Et puis, il y a une composante physiologique, qui vraiment, pour moi, en fait, c'est un peu le boss des 2 autres. Elle chapeaute le reste. Et alors, à voir si on a le temps de rentrer dans le détail du rapport à l'objet et surtout du rapport physiologique à l'objet. Oui, c'est intéressant. Pour moi, chapeaute les autres en plus. Voilà. Donc, juste pour finir de répondre à ta question, est-ce qu'il y a des profils de personnes ? Il y a toujours un peu ce débat, on est ordonné, on n'est pas ordonné, on est maniaque, on est bordélique, etc. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ces notions-là parce que ça nous enferme dans des cases et ça nous colle une étiquette sur le front qui, en plus, est toujours négative, quel que soit le côté d'où on se place. C'est toujours négatif. Oui, parce qu'on voit passer, je fais une petite parenthèse, des études qui disent que les personnes bordéliques sont plus intelligentes que d'autres parce qu'ils vivent dans un espèce créatif, qui vivent dans un chaos. Ouais, alors moi, j'ai une amie qui m'a envoyé il y a quelques jours une étude de Yale qui dit exactement l'inverse, qui dit qu'en fait, ce que j'appelle moi la pollution visuelle, donc là, c'est une étude américaine de Yale qui parle de visual clutter et qui dit que ça a un impact sur le fonctionnement de notre cerveau, un impact négatif évidemment. Donc en fait, on peut trouver les études qui nous arrangent dans un sens comme dans l'autre. Moi, je préfère parler de sensibilité, justement, sensibilité à la pollution visuelle, sensibilité à la pollution mentale, qui fait que pour certains, il y a des choses qui vont être insupportables et qui vont pousser à l'action, et pour d'autres, ça va être même pas visible. Et donc en fait, c'est ce qui fait que certains vont mettre en œuvre un changement et d'autres vont rester dans une situation qui leur convient parfaitement. C'est ça. Alors, tu as ton protocole, qui est un protocole en 5 étapes, c'est bien ça ? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner peut-être ces grandes étapes ? Alors, évidemment, tout ça est très détaillé dans ton livre, avec aussi des exercices. C'est très riche, je ne sais plus combien il fait de pages exactement, mais... 270, je crois. C'est précis. Il fait plus que le premier, en tout cas. On a des exercices, c'est bien structuré, justement. Il est bien en ordre, ce livre, il est bien structuré. Tu t'es bien appliqué à toi-même, évidemment, tous ces conseils que tu prodigues dans cet ouvrage. Mais ce protocole, par quoi commencer ? Parce qu'on se pose la question, je le disais un peu en introduction, parfois on peut se retrouver face au placard et on se dit, ou face à une cuisine, et on se dit, non mais attends, il faut que je prenne quasiment 15 jours de congé, que je pose 15 jours, ou que je fasse ça sur mes vacances, on n'a pas trop envie. Pour démarrer, tout ça,
Oui, ça, c'est un des biais que notre cerveau nous propose pour qu'on ne passe pas à l'action et qu'on ne change surtout pas. Voilà, alors toi, tu réponds à toutes ces questions. Je me fais évidemment l'avocat du diable en disant ça. Ça peut générer de l'anxiété. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut faire avec ce protocole ? Il est certain que ça nécessite un effort et donc le cerveau va faire tout pour qu'on ne... Voilà, il va y avoir de la résistance au changement, tout simplement. Sur les étapes du protocole, il y a 5 étapes que je vais citer, et chacune, elles ont une fonction très particulière, elles ont un but particulier. La première étape, c'est l'étape d'idéalisation, où on va justement circonscrire nos peurs face au changement pour rentrer en douceur dans l'action, et on va définir notre objectif, le chemin où on veut aller. Donc très concrètement, on va prendre un papier, un stylo, et puis on va brainstormer. Il y a effectivement des exercices très précis dans le livre et aussi dans mes formations en ligne. Cette étape-là, elle est hyper importante. On peut prendre un exemple ? Si par exemple, on décide de s'attaquer à un endroit en particulier, on peut prendre cet exemple-là pour que ce soit concret ? Oui, alors si par exemple tu t'attaques à ta penderie, tu vas essayer de visualiser, de te projeter dans ta penderie idéale, dans ce que les vêtements vont définir de toi. Qu'est-ce que tu souhaites exprimer à travers tes vêtements ? Finalement, quel genre de vêtements t'attire ? Tu vas pouvoir faire des piges, tu vas pouvoir regarder. En fait, on va penser à la fois en style de vie, mais aussi en agencement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir regarder des photos, etc. Et tu vas aussi, sur le papier, exprimer ce qui fait que tu as peur de te lancer. Moi, je dis souvent, c'est un peu comme dans les films à l'américaine, c'est dans les mariages où on dit parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Oui. Donc, on va exprimer nos peurs pour ne pas les mettre sous le tapis, pour pas faire l'autruche, mais pour qu'elles soient dites une bonne fois pour toutes et après on n'en parle plus. Anecdote sur la penderie, on n'utilise que 20% à peu près de nos vêtements. Quand même. Ouais, ça c'est la loi de Pareto qui fait qu'on utilise 80% du temps 20% de ce que l'on possède et ça s'applique pas que à la penderie. Oui. Donc ça montre qu'il y a une bonne marge de manœuvre. Et ensuite, donc, une fois qu'on a circonscrit notre objectif, parce que si on ne sait pas où on veut aller, on va avoir du mal à s'y rendre, on va ensuite passer à la phase 2, qui est la phase de visualisation. Donc, la première phase, elle avait pour objectif de nous aider à prendre du recul, à sortir de cette tête dans le guidon. La deuxième phase, elle va nous aider à prendre conscience. Parce qu'on sait qu'on a trop, mais on ne sait jamais à quel point, tant qu'on n'en a pas fait l'expérience. Et donc, c'est la phase un peu sadique du protocole. C'est la phase anxiogène. Parce qu'effectivement, on va devoir amasser nos objets et se rendre compte de la réalité de ce que l'on possède. Pour ensuite mieux revenir à la phase 3, qui est la phase d'essentialisation, qui est le cœur du protocole, où on va faire ce fameux tri pour déterminer nos essentiels. Alors, on n'a pas répondu à la question précédente du facteur physiologique, donc il faudra que j'y revienne pour expliquer comment on fait. Du buzz quand même. Exactement. Mais c'est lors de cette phase que l'on va utiliser le critère du doute, que j'expliquerai donc juste après, pour déterminer qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et faire un vrai tri drastique où on va essayer de faire taire notre cerveau, qui, sinon, va nous faire garder des choses pour de mauvaises raisons. Oui, alors là, on va être beaucoup dans le fantasme et j'aimerais bien que tu expliques un peu aussi ce mécanisme. Ouais. Et ensuite, c'est une phase plus technique, la phase 4, la phase de réorganisation, où les objets qu'on va avoir conservés, on va déterminer une place pour chacun d'entre eux. Et il y a plein de règles pour le faire au mieux, mais l'objectif de cette phase-là, c'est de se donner l'opportunité de développer ce que j'appelle son esprit d'ouverture. C'est-à-dire de ne pas faire systématiquement, de ne pas reproduire ce que l'on avait fait avant. Et de se donner l'opportunité de faire différemment et de repartir d'un canevas vierge. Et il y a une dernière phase, qui est la phase d'édition, dont le but est d'augmenter le plaisir, parce que notre cerveau a besoin de plaisir pour fonctionner. Et si on veut éviter qu'il aille chercher ce plaisir dans la consommation, la surconsommation, il faut le nourrir avec du beau, du pratique, du durable. Et donc, sur ces 3 items, on va essayer de voir comment on peut améliorer l'aspect, l'harmonie. Par exemple, si on reprend l'exemple du placard. Pour scénariser, là, tu dis beaucoup. Exactement. Voilà. On va le beau est très important parce que le beau nous crée une émotion positive qui nous nourrit et qui fait que on se sent rempli de ce que l'on possède déjà plutôt qu'être dans le manque et dans cette quête matérielle perpétuelle. Tu reviens sur la physiologie et le boss, peut-être. Absolument. Comment ça fonctionne sur cette idée que les objets, quel rapport en fait on a aux objets? Tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, alors je repars un peu en arrière et il faut un tout petit peu de temps pour développer cette pensée-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une population
elle survit quand chacun des individus qui la constituent survit. Et donc une population survit globalement selon l'environnement dans lequel elle est, si elle est adaptée ou non à son environnement, si elle est en capacité de s'adapter. Il y a des mutations génétiques qui font que dans une population, un individu va tout d'un coup avoir une caractéristique physique ou comportementale différente. Et avec la sélection naturelle, si cette caractéristique permet de mieux s'adapter à son environnement, cet individu va mieux survivre que celui qui n'a pas cette caractéristique. Et donc transmettre cette caractéristique à sa descendance. Et c'est comme ça que les populations... C'est Darwin, exactement. Donc notre cerveau, finalement, il a évolué comme ça pendant des millions d'années grâce à cette main invisible de la sélection naturelle. Or, dans un milieu hostile qui a été notre environnement pendant des millions, des milliers d'années, jusqu'à très récemment, dans un environnement hostile, la stratégie du toujours plus est une stratégie gagnante. Parce qu'effectivement, si j'ai plus de denrées... Ça nous met en sécurité. Ça nous met en sécurité et c'est la seule stratégie qui prévaut pour la survie. C'est-à-dire que plus j'ai de denrées, plus j'ai d'informations, ce n'est pas que des objets tangibles, plus j'ai de savoir-faire, plus j'ai de chances de m'en sortir, de survivre et d'arriver à l'âge de reproduire et de transmettre mes caractéristiques. Et donc, dans un environnement hostile, l'accumulation étant une stratégie gagnante, nous sommes tous les descendants ici de ceux qui ont accumulé. Ça nous rassure. C'est à la fois rassurant ou pas, parce qu'on peut se dire comment la survie. Ça conditionnait notre survie. Exactement. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que on pourrait se dire, du coup, pourquoi aujourd'hui on n'évolue pas dans l'autre sens ? Mais c'est qu'une caractéristique physiologique, elle met des millions d'années à évoluer. C'est très lent. Et notre société, elle a évolué très rapidement, tout d'un coup. Et c'est tout le paradoxe, c'est que ce même cerveau nous a permis de créer les conditions qui font qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de surabondance feinte. Je dis bien feinte parce que les limites de la planète, elles existent en réalité, mais à notre échelle individuelle, on a l'impression qu'on a accès à tout. Et donc, on se retrouve avec un cerveau qui continue de se comporter comme si on venait à manquer de tout, alors qu'en réalité, on est dans un monde de surabondance. Et c'est là qu'on a tout un mécanisme de trop-plein qui nous fait souffrir et qui fait les fameuses 3 pollutions dont je parle. Et en fait, du coup, c'est ancré en nous. C'est ancré en nous et c'est très difficile de lutter contre ça. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Je propose justement un chemin. Mais on a ce réflexe d'une pulsion ancestrale de survie qui nous fait penser qu'un objet est nécessaire et que si on s'en sépare, pour notre cerveau, réellement, on se met en danger. Donc, dès qu'on essaye de se séparer d'un objet, très concrètement, le cerveau vraiment s'oppose très fortement. Et pourquoi je dis que c'est le boss ? Parce que dans ces cas-là, il va aller chercher dans les autres facteurs, donc le facteur culturel, rationnel, le facteur émotionnel, familial, pour nous servir sur un plateau des arguments pour nous faire conserver l'objet. Bien sûr. Donc on se retrouve là, on voit tous, si on donne des exemples, les souvenirs des grands-parents. Exactement. On les entasse finalement à la cave et peut-être mes petits-enfants ou mes enfants vont se replonger là-dedans et un jour feront la biographie, retrouveront tout ça, des petits manteaux qui redeviendront à la mode. On se trouve des excuses. En fait, on se trouve des excuses que notre cerveau vient chercher. D'ailleurs, de garder certains objets. Tu dis pas qu'il faut tout se séparer de tous nos objets. Non, mais il y a des essentiels. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à faire la part des choses entre ce qui est un objet que l'on garde pour de bonnes raisons et un objet qu'on garde pour de mauvaises raisons parce que notre cerveau nous intime de le faire. Oui. Et donc, en fait, quand on se retrouve à essayer de trier, on arrive souvent à cette conclusion, au cas où ça pourrait servir. Parce qu'on a peur du gâchis, parce qu'il y a effectivement l'attachement sentimental dont tu as parlé. Et en fait, cette petite phrase anodine qu'on a tous prononcée un millier de fois, c'est la traduction de cette pulsion ancestrale de survie qui s'exprime en nous et qui nous empêche de faire le tri drastique. Et donc, dans mon protocole, je base mon protocole sur cet aspect-là, en disant, dès que vous avez un doute, en réalité, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et donc, le critère absolu pour trier efficacement et drastiquement, c'est de se dire, si j'ai un doute, c'est qu'en fait, mon corps, il sait déjà, mais que mon cerveau s'oppose et essaye de me servir des arguments pour me faire conserver. Donc, on revient à cette idée de potentielle joie que peut nous procurer ou pas un objet. Alors, justement, pour moi, il n'y a pas une question de joie, il y a une question de temps qu'on met à se décider. Quand on met du temps... C'est vite fait, il faut le faire rapidement.
En fait, c'est quand on se met à douter qu'on est en train d'écouter notre cerveau. Donc, on met du temps à prendre notre décision. Quand on sait tout de suite quand un objet ne nous convient pas ou quand il nous convient, on le sait en 1/4 de milliseconde. Par contre, quand on hésite sur un objet, cette fameuse zone grise, là, on met du temps, là, on tripote l'objet dans tous les sens, ou alors, au contraire, on se fige. Et en fait, c'est à ça qu'il faut être attentif, à la manifestation du doute en nous. Et en réalité, c'est assez facile, c'est juste qu'on met du temps. Et c'est ça le critère. Donc, pour moi, il n'y a pas d'histoire de joie, de sentiments, etc., parce que c'est trop compliqué à analyser. Il y a juste à se dire, je mets du temps ou je mets pas du temps. Si je mets du temps, c'est qu'il y a un problème. J'aimerais bien qu'on revienne peut-être sur cette idée de fantasme par rapport à l'objet, qui souvent aussi vient nous posséder dans cette idée d'un autre soi fantasmé qui dit quelque chose aussi de nous. Si on revient sur le dressing, ça peut être cette robe que je pourrais mettre ou cette cravate que je mettrais. Je vois un homme en face de moi. Le jour où j'aurai un cocktail, or on va jamais à des cocktails finalement, ou alors on y va tous les 10 ans. Donc finalement, entasser 10 cravates pour un cocktail qui aura lieu dans 10 ans, ça n'a pas de sens, etc. Donc c'est aussi toute cette fantasmagorie qu'on s'imagine à propos de soi-même. Oui, c'est des personnalités d'emprunt, finalement, qu'on se construit, parce que aussi on est dans une société aussi qui nous met sous les yeux des images en permanence de personnalités auxquelles on aspire à ressembler. Et donc, on va s'imaginer que tout d'un coup, avec ce petit perfecto, on va devenir beaucoup plus rock, alors qu'on est quelqu'un de très classique, par exemple. Quelque part, en écoutant le doute en soi, on rejette tout ça. Et on revient à notre singularité profonde. C'est-à-dire qu'on oublie toutes ces personnalités d'emprunt, on se recentre sur ce qui est vraiment nous et ce qui fait notre singularité. Dans les objets, tu les classes en plusieurs catégories. Je trouve ça vraiment très intéressant qu'on y revienne parce qu'il y a ces tangibles, mais aussi ces intangibles. Et aussi, cela nous possède, même si on en a peut-être un peu moins conscience. Parce que là, on parlait beaucoup moins conscience et c'est justement le problème. Voilà, c'est justement le problème. Ils sont dans une voie un peu plus lointaine. Quand on parle du dressing des objets, c'est clair, on voit de quoi on parle, même si ça peut être difficile à faire. Mais ces intangibles, quels sont-ils ? Alors moi, je considère qu'il y a 3 grandes familles d'objets en réalité. Il y a effectivement les tangibles purs. Donc les tangibles purs, ce sont des objets que l'on peut tenir dans nos mains, par définition, et qui ne revêtent pas vraiment de dimension immatérielle. Donc c'est effectivement les produits de beauté, les produits d'entretien, le linge de maison, les vêtements, etc. Tout ce qui peuple nos placards et notre espace, on va dire. Ensuite, il y a ce que j'appelle les objets frontières. Ce sont toujours des objets qu'on peut tenir dans nos mains, mais dont la dimension immatérielle est la plus forte quand on se confronte à eux. Par exemple un livre. Un livre, ce n'est jamais qu'une série de feuilles reliées entre elles. C'est pas ça qui nous intéresse. Quand on trie un livre, on les a là, de nous au bon marché. Quand on se confronte à un livre, on se confronte à une histoire, à un savoir. Donc c'est à la dimension immatérielle en réalité qu'on se confronte. C'est dans cette même catégorie que je place tous les papiers administratifs, par exemple, ou tous les souvenirs, puisque ce sont des souvenirs. En fait, c'est pas tant la fonctionnalité de l'objet qui nous intéresse, mais le souvenir dont il est vecteur. Donc ça, c'est la deuxième grande catégorie d'objets, famille. Et la dernière famille, c'est l'immatériel pur. Ce sont effectivement des objets qu'on ne peut pas tenir dans nos mains, mais qui, pour autant, peuplent notre temps, là où les autres aussi peuplent notre espace et notre inconscient. Et d'ailleurs, souvent, pour faire un parallèle avec l'inconscient, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais c'est pas grave, j'ai de la place. » Donc, ça mange pas de pain, quelque part. Ou c'est caché derrière le placard, mais c'est pas très grave. Et moi, je fais un lien, justement, je disais, mais c'est comme les pensées, en fait. Les pensées que l'on refoule... c'est la charge mentale. Finalement, elles sont plus dommageables, quelque part. Parce que c'est pas parce qu'elles sont dans l'inconscient qu'elles ne sont pas présentes. Au contraire, c'est souvent les pensées refoulées qui font le plus de mal. C'était une petite aparté. Non, mais on voit bien, même sur l'ordinateur, quand on a plein de tâches qui sont ouvertes, il y a quelque chose qui processe en fait en tâches de fond, c'est ce que j'appelle la pollution mentale. C'est ce que j'appelle la pollution mentale. Et simplement pour finir sur ces 3 grandes familles d'objets, effectivement, on ne s'adresse pas de la même façon, effectivement, à un vêtement qu'à une relation sociale, puisque dans l'immatériel, il y a tout ce qu'on ne touche pas, qui sont effectivement tout le numérique, mais il y a aussi toutes les relations sociales, même nos pensées. Tout ça, ce sont des objets intangibles. On s'attaque d'abord au tangible, à ce qui est le plus simple, parce que ça va nous permettre d'avoir des résultats visibles
et ça va nous motiver à aller plus loin. Et puis après, on va crescendo en difficulté, et parce que c'est plus conceptuel de s'attaquer à ses relations sociales, de s'attaquer à ses finances, de s'attaquer à tout ce qu'on a cité juste avant. Si on prend des cas un peu plus particuliers, comment est-ce qu'on s'occupe justement de ces objets qui ont une forte valeur sentimentale, une forte charge sentimentale, que ce soit des souvenirs du passé ou même du présent? On pense à des familles, aux souvenirs de nos enfants. J'ai fait une émission il n'y a pas longtemps sur les ados qui quittent la maison, les jeunes adultes, et des parents qui sanctuarisent, par exemple, des espaces comme ça de leurs enfants devenus des jeunes adultes. Et ils ne touchent pas à ces endroits-là. C'est particulier. C'est particulier. C'est très répandu et c'est oui, et puis même les héritages, tout simplement. Oui. On a une très forte culpabilité qui fait que quand bien même l'objet ne nous plaît pas, on ne se sent pas le droit de s'en séparer. Moi, je considère qu'il y a cette loyauté inconsciente. Exactement. Et ça, c'est dans la dimension familiale du rapport à l'objet, où il y a effectivement, tu l'as évoqué, les souvenirs, la loyauté et puis l'éducation aussi, selon le rapport selon le rapport à l'objet qu'avaient nos proches. On n'a évidemment pas c'est une base pour notre propre rapport à l'objet. Mais sur la question de l'objet vraiment sentimental, d'abord, on s'y attaque pas tout de suite. Il fait partie de la famille numéro 2. Donc, on prend le temps de ressentir le bienfait de se séparer d'objets pour s'attaquer à des choses plus dures. Oui. Et là, il y a une dimension affective qui fait que c'est plus dur. Il y a une culpabilité qui fait que c'est plus dur. Donc, on ne s'attaque pas tout de suite à ça. On attend un peu d'être rentré en confiance avec le critère du doute pour s'y attaquer. Et puis ensuite, quelque part, il faut... Ce protocole, il nous demande d'être honnête envers nous-mêmes. Il nous demande d'accepter que c'est notre intérieur, notre intériorité, et que finalement, si ça nous fait du mal, si ça nous plombe, eh bien, ce n'est pas une bonne raison pour garder un objet. Et que cette culpabilité, en conservant l'objet, en fait, on conserve aussi la culpabilité. Alors qu'en acceptant de s'en séparer, je ne dis pas que c'est facile, mais on a réussi à être authentique envers ce que l'on pense très profondément. Donc, même un objet sentimental, même les productions de nos enfants, à partir du moment où on considère que ce n'est pas un essentiel, on a le droit de s'en séparer et c'est pas grave. Les colliers de pâtes, les cahiers d'école. Absolument. C'est ça. On sait qu'en neurosciences, il est très difficile d'aller contre son cerveau, que souvent, il est plus fort que nous. C'est-à-dire qu'on veut, mais on n'y arrive pas, on ne peut pas. Quel est le travail intérieur, justement? Alors, le mot travail, j'aime pas trop. Quel est le chemin intérieur qu'on peut faire à ce moment-là, par rapport à ça? Déjà, c'est de prendre conscience. Ça, c'est hyper important. Dans la transition écologique, il y a 3 phases. La prise de conscience, la décision de s'engager à changer et la mise en œuvre du changement. La prise de conscience, elle est primordiale. Tant que l'on pense, tant que l'on adhère, entre guillemets, au récit collectif que le bonheur, c'est d'avoir et d'en avoir plein nos armoires, on n'arrivera pas à contrer notre cerveau. Là, on peut chanter Souchon, là. Exactement. Full sentimental. C'est une petite référence. Vous avez envie de le chanter Vérifier ou pas? Que tu pas trop, là, comme ça. Tant qu'on est dans cette... tant qu'on est persuadé que l'objet nous fait du bien, on ne peut pas changer. L'objet doudou, là, on peut presque dire. Ouais, attention, je ne dis pas que tous les objets sont les ennemis. On ne diabolise pas l'objet. Absolument pas. Mais prendre conscience que certains de ces objets, les passagers clandestins, eux, sont à l'origine de la pollution visuelle, mentale et environnementale, et que finalement, cette triple pollution, elle nous épuise. Elle épuise nos 4 ressources. Je considère qu'on a 4 ressources: le temps, l'espace, l'énergie, notre énergie interne, et nos finances. Et quelque part, tous ces objets qui gravitent autour de nous et qui nous plombent, ceux-là, je parle de ceux-là, eh bien, ils vont drainer nos ressources et ils vont avoir un impact négatif sur notre bien-être. À partir du moment où on comprend ça, on comprend qu'on conserve les objets pour de mauvaises raisons parce que c'est notre cerveau reptilien qui nous pousse à le faire, et bien là, on a déjà un petit peu plus d'armes pour essayer de contrer ce cerveau. Et ce fameux critère du doute, c'est en tout cas pour moi le moyen d'éteindre notre cerveau et de dire « Ok, je n'écoute pas
tous les arguments que tu me sers, parce que le cerveau, il est très, très, très créatif dans ces cas-là. Très malin. Il est très malin. C'est le meilleur avocat que la Terre puisse porter. Si on t'entend ce soir, pour vous qui êtes ici en présentiel au Bon Marché, et puis ceux qui réécouteront l'épisode de Métamorphose, on se dit, tiens, elle nous a motivés. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai lu son ouvrage, ça m'a vraiment motivée. Je me suis dit, allez, je m'y mets. Par quoi est-ce qu'on a envie de commencer ? Qu'est-ce que tu recommandes ? Les intangibles, les tangibles ? Quelle catégorie ? Voilà, comment on s'y prend ? Alors, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure rapidement avec l'histoire des familles. Oui. On commence dans un certain ordre. Donc, on commence par le tangible pur, parce que je dis souvent, c'est comme dans des régimes. Si tu perds tout de suite 3 kilos, tu sais que les 2 derniers ils vont être plus durs, mais tu as obtenu des résultats, ça va te motiver pour aller plus loin. Quand tu tries des objets tangibles, tout de suite, tu as des résultats visibles sur ton espace, donc qui est une de tes ressources. Et donc, tout d'un coup, la libération, tu vas la voir, elle va être concrète. Et ça va te pousser à aller plus loin. Et donc, une fois que tu as commencé à sentir la libération que provoque l'écologie d'intérieur, tu vas pouvoir aller sur des catégories qui sont plus difficiles, comme ce qu'on évoquait, les objets frontières, donc tout le tri de l'administratif qui, franchement, est angoissant, rien qu'à le dire. Alors, ça dépend des profils. Ça dépend des profils, c'est vrai, mais en général, ça fait quand même pas trop plaisir, parce que tu peux avoir une masse d'items très importante et le résultat de ton tri, tu vas peut-être supprimer un classeur ou 2. Donc, tu vois, c'est beaucoup moins satisfaisant comme résultat. Donc, si tu commences par ça, tu t'épuises et puis tu abandonnes. Voilà, donc tu montes progressivement en difficulté. Et puis après, j'aime bien aussi au sein des catégories penser justement volume-valeur. C'est-à-dire que tu commences par le plus volumineux pour avoir des gros résultats. Et puis ensuite, tu vas vers le plus petit, comme l'administratif. Chaque feuille de papier, en fait, c'est plus petit. Oui. Et ensuite, sur la valeur, tu ne t'attaques pas tout de suite à des objets qui ont une valeur soit sentimentale, soit financière forte, parce que ça va être plus dur. Ton cerveau va résister encore plus. Oui. Alors tout ça, c'est très détaillé dans ton livre, évidemment, avec des exercices pour chaque typologie. J'avais envie de demander peut-être au public, pour qu'on prenne un exemple concret de rangement, par quel endroit ou par quelle pièce vous avez envie peut-être que Marie nous donne des exemples. Est-ce que c'est plutôt justement les vêtements ? Est-ce que c'est plutôt la cuisine ? Les vêtements, hein ? C'est par ça qu'il faut commencer. Vêtements, cuisine, c'est par ça qu'il faut commencer. Allez. Et il ne faut pas travailler par pièce. Oui. Il faut vraiment travailler par catégorie. Par catégorie. Alors peut-être que par les vêtements. Tu peux avoir des vêtements partout en fait, en réalité. Donc tu ne verras jamais les doublons, tu ne feras jamais un inventaire complet et tu ne te rendras jamais compte de ton trop-plein total si tu procèdes par pièce plutôt que par catégorie. Alors commençons par les vêtements. Vous êtes OK avec ça ? Alors on y va sur les vêtements. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ta On méthode ? a parlé de l'idéalisation tout à l'heure sur les vêtements, donc réfléchir vraiment en termes de style de vie et d'aménagement à ce qui serait une projection satisfaisante pour nous, parce que ça va être la motivation tout au long du process. Donc, on en a besoin de cette motivation. Et puis après, tout simplement, on va réfléchir à où sont l'ensemble de nos vêtements aujourd'hui. Et on va commencer à les rassembler. C'est l'étape de visualisation. On va rassembler l'ensemble de nos vêtements en un point. Tu veux dire où est-ce qu'ils se trouvent dans l'appartement, la maison, Est-ce etc. qu'il y en a... Bon, évidemment, a priori, c'est dans notre chambre, dans notre penderie, mais peut-être qu'on a des choses, je ne sais pas, au grenier, sous le lit, dans le placard de l'entrée. En fait, on se rend compte parfois que... Mes robes longues dans le bureau de mon mari. Voilà. Il adore ça. Qui est ravi. Donc, en fait, on oublie parce que justement, c'est réparti. Et je donne souvent cet exemple de l'enfant qui veut faire croire qu'il a fini son assiette. Il prend un peu ce qui reste et il étale. Comme ça. Il donne au chien en douce. Voilà. Ça marche mieux, je pense. Ouais. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble et on dit non, il reste encore bien 2-3 bouchées. Et c'est exactement cet exercice qu'il faut faire. Parce que quand c'est dans les placards, quand c'est dans les tiroirs, ça a l'air d'être OK. Ça a l'air d'être plus ou moins maîtrisé. On sait qu'on a trop, mais voilà. Donc là, on est parti pour le tas. Hein. Donc là, on est parti pour ce que j'appelle la montagne. Voilà. Et c'est hyper important de visualiser ça. On laisse sur cintre, hein, tu dis. On laisse sur cintre, on fait simple. Ça doit être une étape très, très rapide. C'est 10-15 minutes. Et l'objectif, c'est de se rendre compte. De se rendre compte qu'il y a beaucoup trop par rapport à nos besoins. Et cette phase-là, elle est hyper importante pour la prise de conscience, pour se rendre compte, évidemment, que ce n'est, entre guillemets, pas normal d'avoir ce niveau de vêtements. Quand on se retrouve face à notre montagne
si on n'a pas un petit sentiment de dégoût, si on n'a pas une petite phrase dans notre tête qui dit « Ah, c'est n'importe quoi », c'est qu'il y a un petit problème en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'était pas vraiment prêt à faire cet exercice-là. Sauf si on avait déjà suivi tes protocoles et que c'était déjà fait. Oui, mais comme on commence par les vêtements, normalement, on est en train de commencer. On démarre, là. On démarre. On est censé démarrer. On a peut-être lu le livre, mais on n'a pas encore démarré. Non, mais moi, je dis ça, je fais une parenthèse, mais j'ai une amie, par exemple, très proche, qui n'a pas suivi de méthode et qui est un peu comme toi, naturellement. Chez elle, c'est vraiment... Et c'est pas du tout quelqu'un de psychorigide, parce qu'on y viendra aussi. Est-ce que ça peut entraîner une forme de psychorigidité ? Mais tout est un peu au cordeau, bien rangé, voilà, par habitude et par clarté personnelle. C'est comme ça. Et ben, c'est parfait pour elle parce qu'elle a ça naturellement dans le sang, mais il y a des personnes pour qui c'est absolument pas naturel. Si elle refait le tri, elle n'aura pas ce truc un peu de dégoût. Mais c'est plus anecdotique peut-être. Mais elle n'aura peut-être pas... En fait, il y a une différence entre ordonner et gérer un trop-plein. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut être très ordonné, mais avoir énormément. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai le sentiment qu'il y a un malaise ? Est-ce que je me sens mal à l'aise avec ce trop ? Ou est-ce que j'ai besoin de ce trop ? Si on est bien dans le trop-plein, on va pas faire boire un chameau qui n'a pas soif. C'est ça. Et donc, on ne va pas pouvoir faire ce travail. Moi, je travaille avec les personnes qui ressentent une problématique. Ouais. Alors, cette montagne, simplement, pour pas qu'il y ait trop d'angoisse non plus, parce que si vraiment, vraiment, il y a beaucoup, on peut scinder. On peut scinder en sous-catégories. Se dire, aujourd'hui, par exemple, je fais que mes pantalons. Et ça évite de se retrouver avec quelque chose d'absolument ingérable. Une fois qu'on est face à cette montagne, eh bien, on va s'y confronter. Déjà, on la regarde, on prend le temps de ressentir ce qui se passe devant elle. Et puis ensuite, on s'y confronte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on prend chacun des objets qui est sur cette montagne et on se demande, est-ce que j'ai un doute ? Ou est-ce que j'ai pas de doute ? Et si j'ai un doute, je ne doute pas par hasard. C'est qu'il y a quelque chose en moi qui est en train de se produire. Il ne faut même pas essayer de l'analyser, il ne faut même pas essayer de rentrer là-dedans, parce que sinon, ça va prendre du temps. Il faut juste, et ça demande du courage, en fait, c'est très, très simple, mais ce n'est pas facile. De faire à plusieurs, ça peut être bien ? Surtout pas. Non, c'est vraiment un dialogue intérieur. Donc, parce que l'autre va te donner des arguments. Non, surtout pas. Non, faut être seul, il faut être relativement au calme si possible. Et il faut simplement se dire, est-ce que je mets du temps ? Si je mets du temps, c'est que je suis en train de douter. Si je suis en train de douter, c'est que je suis en train d'écouter mon cerveau qui me sert sur un plateau des arguments. Et donc, il y a un souci. Et donc, à ce moment-là, c'est que ça ne fait pas partie de mes essentiels. Et donc, d'avoir le courage de le mettre de côté. Et on fait ça pour chacun des objets, jusqu'à arriver à avoir complètement cleané sa montagne. Et ensuite, on passe à la phase de réorganisation, où simplement on se dit, chacun de ces essentiels que j'ai conservés, quelle place je leur donne pour que ce soit le plus beau, pratique et durable possible. Après, il y a 5 règles pour un bon rangement, donc je ne suis pas sûre qu'on ait le temps parce que ça prendrait une petite heure. Mais voilà, et après, on passe à la toute dernière phase. Ça, c'est une phase qui peut s'étaler dans le temps, c'est la phase d'édition, où on va justement venir scénographier, on va venir, si on reprend l'exemple des vêtements, on va peut-être harmoniser nos contenants, harmoniser nos cintres, et pas besoin d'acheter forcément pour ça. On peut sortir un pot de peinture et faire en sorte qu'on crée une harmonie. On va réfléchir peut-être à se dire, dorénavant, je voudrais avoir que des textiles bio. Je voudrais consommer dans des marques plus durables. On va commencer, en fait, à mettre en œuvre un changement peut-être plus profond. Dans ce rapport à l'objet, qu'on ne peut pas faire quand on est en train de trier. Quand on est en train de trier, on règle un problème de trop-plein. Ensuite, on prend le temps de mettre en place cette transformation des modes de vie et une nouvelle art de vivre qui est au service de cette transformation. Alors, toi aussi, tu donnes des pratiques que tu recommandes pour limiter l'accumulation quotidienne. Par exemple, la règle des 5 minutes par jour, le tri saisonnier, etc. C'est sûr que si on prend cette petite habitude de ranger son bureau, par exemple, de faire le tri en fin de journée, il y a des choses qui sont plus pratiques. De faire son lit le matin, enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais on gagne du temps, on fait du tri, on voit ce qu'il y a aussi à ce moment-là. Oui, alors moi je parle pas forcément de tri saisonnier pour le coup, parce que ce protocole, si on le suit vraiment extrêmement honnêtement, c'est-à-dire que si on fait vraiment confiance aux critères du doute, on n'a pas à le refaire. On fait un tri de contrôle de temps en temps pour s'assurer que nos essentiels correspondent bien à l'évolution de notre vie, mais on n'a plus à le refaire en permanence. Et justement, la plupart des personnes qui font appel à moi sont des personnes qui ont tout essayé et qui ont le sentiment de passer leur temps à ranger et à trier, sans obtenir de vrais résultats. Donc,
moi, ma philosophie, justement, elle est de dire, en fait, c'est mathématique. Plus vous avez d'objets, plus vous passez du temps à vous en occuper. Oui. Et moins vous en avez, plus la vie est simple. Et donc, ce que tu évoques de 5 minutes pour remettre en place, etc., c'est véritable, mais ça devient absolument naturel. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un sacerdoce, quelque chose de quotidien qui nous épuise, on va se retrouver simplement à remettre à leur place les objets qu'on a utilisés dans la journée. Et on peut le faire, mais si on ne le fait pas, c'est pas grave. Parce que comme on a, entre guillemets, réduit la voilure uniquement à nos essentiels, et je ne parle pas de minimalisme, l'objectif, c'est pas de tendre vers zéro, mais c'est de n'avoir autour de soi que nos essentiels, ranger devient facile. Mais c'est surtout, et ça à la limite c'est anecdotique, mais ce qui est important, c'est qu'on a changé notre rapport à l'objet, on a changé notre façon de posséder, notre façon de consommer, et du coup derrière on renaît comme nouveau consommateur. Quand on a fait cet exercice, notamment l'exercice de visualisation, on a cette montagne devant nous, pourquoi je dis que c'est important de ressentir un peu presque du dégoût? Parce que c'est ce qui va nous permettre derrière de nous dire, en réalité, ma façon de consommer jusqu'à présent n'était pas la bonne. Et j'ai envie maintenant de ne m'entourer que de choses qui sont vraiment des intemporelles, des essentiels, etc. Et donc au quotidien, pour éviter l'accumulation, une fois qu'on a fait tourner le protocole, puisque c'est un cycle, c'est pour ça que je dis tourner, il nous suffit simplement d'avoir en tête ces 3 petits mots, beaux, pratiques, durables. Ils ont l'air de rien, mais mis ensemble, ils sont extrêmement puissants, parce qu'ils représentent un filtre à toutes nos actions. À la fois, évidemment, quand on se pose la question d'un nouvel achat, on peut se demander est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est pratique, est-ce qu'il est durable. On n'arrivera pas à avoir tous les critères au top, mais ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de discernement dans notre façon de consommer, mais aussi dans nos actions, dans nos activités, dans les relations. Comment est-ce qu'on peut faire adhérer le reste de la famille quand on part dans cette aventure ? Ça, c'est une question que j'ai tout le temps. Bien sûr. Effectivement, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité à la pollution visuelle, je l'ai dit, donc on n'a pas tous envie d'arriver à un certain résultat. Pour moi, rien n'est plus puissant qu'un exemple probant. C'est-à-dire que si tout d'un coup, parce que tu as fait ce protocole, ce changement de ton mode de vie, tu es beaucoup plus apaisée, tu es beaucoup plus sereine, tu es beaucoup plus, ta vie est beaucoup plus facile. En fait, tu te rends compte que ton quotidien il est beaucoup plus simple. Tu vas avoir un accroissement de ton bien-être et tu vas rayonner. Et généralement, les personnes, qu'est-ce qu'on cherche tous dans la vie? C'est être heureux, a priori. Et donc, quand les personnes qui t'entourent vont voir que tout d'un coup, pour toi, les choses sont plus faciles, que tu es plus détendue, que tu es plus rayonnante, ils vont peut-être s'intéresser à ce qui a changé cet état. Et soit ils vont te poser la question, soit ils vont avoir observé, etc. Et donc, moi, je considère qu'on ne force pas quelqu'un par la contrainte, mais en l'inspirant. Et c'est exactement ce que je pense de la transition écologique. Je pense qu'au niveau des individus, on les force pas à changer par la contrainte, d'où ce point du désirable dont on parlait au départ, mais c'est de leur donner envie. Et donc, pour faire en sorte d'obtenir l'adhésion des autres, c'est en leur donnant envie, en leur montrant en fait ce que ça leur apporte. Et donc, quelque part, c'est en leur faisant accoucher eux-mêmes de leur idéal et voir ce qu'ils auraient à y gagner. Ça, c'est intéressant. Un autre point, et on s'approche de la fin de cette émission, et de cette représentation, de cette interview publique, peut-être que justement reparler des relations, c'est moins connu de se dire tiens, comment est-ce que dans mes relations je peux appliquer ce protocole-là, ce qui est moins facile, parce que là, effectivement, quand on parle des objets, on dit ça peut nous faire du mal, on pense à des souvenirs, mais quand on pense à des personnes, ça peut être c'est beaucoup plus difficile. Déjà, nous parler de ces cercles de relations, tu dis qu'on a à peu près 150 relations dans le monde, dans notre entourage. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les études qui montrent qu'en fait, on est capable d'entretenir des relations, on va dire qualitatives, avec un maximum de 150 personnes. Avec quel type de cercle que tu puisses nous expliquer ça? C'est pas que je parle de cercle, ça c'est plutôt c'est plutôt la façon dont on applique le protocole pour définir les cercles avec lesquels on veut interagir le plus quotidiennement, avec lesquels on aimerait interagir mais on n'interagit pas encore. Comment catégoriser un peu. Alors quelles sont ces personnes justement? En fait, ce qui est important avant tout, c'est de se rendre compte que de la même façon qu'un objet peut nous plomber, une relation peut être toxique. Et qu'en fait, une bonne relation, je propose 4 critères d'une bonne relation dans le livre, mais chacun définira selon son idéal ce qu'est une bonne relation, mais c'est une relation à laquelle on reçoit, mais on donne aussi. Et malheureusement, parfois, nos relations n'ont pas cette qualité. Et pour
si l'on veut recevoir et si on veut être en capacité de donner aussi, on se rend compte qu'effectivement, de la même façon que nos placards ne peuvent pas contenir des milliers et des milliers de choses, de la même façon que notre emploi du temps ne peut pas contenir des milliers et des milliers de tâches, eh bien, nos relations sociales, on ne peut pas donner des relations de qualité à un nombre infini de personnes. Et qu'il vaut mieux, en tout cas, c'est ce que je propose, entretenir des relations de qualité avec peu de personnes, parce que finalement, ça nous apporte aussi à nous, de donner, ça a même un impact sur l'immunité, ce qui est quand même assez fou. Oui. Eh bien, on a plus intérêt à avoir quelques relations de qualité que énormément. C'est toujours cette question de l'essentiel, finalement. Et donc, de réussir de la même façon à évaluer les relations qu'on a autour de nous et avoir le courage de se séparer. Alors, on ne va pas tuer la personne, mais on va mettre de la distance entre elle et nous. On va réduire la fréquence à laquelle on la voit pour réduire l'aspect toxique, par exemple, d'une relation, ou parce que elle ne nous apporte rien ou que nous-mêmes, on n'est pas en capacité d'apporter. C'est dans les deux sens, en fait. Il y a une notion de réciprocité. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est les relations que j'aurais envie de nourrir. Oui, c'est un peu... Qui ne sont pas forcément existantes. Et ça m'a interrogée, tu vois, cette idée de ce qui n'est pas encore là, mais ce qui est en devenir. Mais c'est un peu la seule fois dans l'écologie d'intérieur que je propose aux personnes d'ajouter des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, en général, on trie pour retrancher, plutôt. Et effectivement, là, dans les relations, il y a effectivement celles qu'on va mettre de côté parce qu'elles nous plombent ou qu'on ne leur accorde pas l'énergie qu'on devrait leur accorder. Mais il y a ces relations qu'on aimerait développer. Et donc, c'est l'occasion de se poser la question de qu'est-ce que j'aimerais ajouter, finalement, pour la première fois, et comment je pourrais faire, justement, pour réussir à toucher du doigt cet objectif. Oui. Peut-être cette dernière question en guise de conclusion de cette émission, ce serait, est-ce que cette prise de conscience collective, parce que tu parles beaucoup d'écologie, quelles répercussions pourrait-elle avoir, finalement, sur la société tout entière ? Tu en parles énormément. Merci de conclure avec ça, parce que c'est effectivement hyper important pour moi de se rendre compte qu'à notre échelle, à l'échelle individuelle, la façon dont on consomme, c'est peut-être une des façons les plus importantes d'agir. Et donc de se concentrer sur cet aspect-là, non pas pour se flageller, non pas pour se dire que... on va perdre dans le confort ou qu'on va avoir le sentiment de rétrograder, mais simplement de se rendre compte que quand on ne s'entoure que de ces essentiels, on se sent nourri de ce que l'on possède déjà et on est en capacité de consommer différemment avec beaucoup plus de discernement et de ne plus confondre l'euphorie très passagère, qui est due à un phénomène de dopamine dans notre cerveau, que procure un achat immédiat, donc ne plus confondre cette euphorie-là avec le bonheur profond que peut nous procurer la joie de vivre entouré de nos essentiels. Et à partir du moment où on se reconcentre sur ça, on a le sentiment d'être beaucoup plus aligné. D'abord, on a fait un travail vers soi, et puis on est plus aligné parce qu'on sait qu'on se sent fier de ce que l'on a mis en œuvre et de notre capacité à participer à notre modeste mesure à cette transformation des modes de vie. Et j'irais même un tout petit peu plus loin, c'est qu'effectivement, évidemment, on n'est pas les seuls à porter cette transition. Les individus, il y a aussi les États, il y a aussi, etc. Mais quelque part, prendre conscience que le trop-plein nous épuise autant qu'il épuise les ressources de la planète, prendre conscience qu'on est beaucoup plus heureux avec moins et qu'on n'a pas besoin de ce trop-plein pour être heureux, au contraire, eh bien, c'est une façon de nous préparer positivement à ce qui, entre guillemets, nous attend un peu. Oui, d'autres modes de vie. Quand bien même les États, les entreprises seraient régulées, etc., si nous, on n'est pas prêts à accepter ça, en fait, on va tous finir dans la rue en disant liberté, on veut pouvoir faire ce qu'on veut, on va pouvoir consommer, on veut pouvoir prendre l'avion, etc. Si on a compris qu'un mode de vie différent, plus sobre, mais plus inspirant et plus riche, nous rendait finalement beaucoup plus heureux, on est prêt à accueillir cette transformation et à le vivre comme une opportunité plutôt qu'une contrainte. Oui, c'est ça. Et c'est ça la clé, justement, pour moi, de l'écologie d'intérieur, c'est d'arriver à intégrer tout ça
Non pas parce qu'on le doit, non pas parce que sinon on se met dans une position négative et parce que voilà, on se fouette avec des orties fraîches, mais parce que en fait, ça nous rend tout simplement plus heureux individuellement et ça a un impact collectif, un impact positif. Oui. Merci infiniment, Marie Quéru, pour tous tes mots. On retiendra ces 3 mots, beau, pratique et durable, quand même. Si on a ça en tête au quotidien, c'est déjà extraordinaire. Trier plus pour ranger moins est à retrouver aux éditions Erol, dans toutes les librairies. Et puis évidemment, cette magnifique librairie du Bon Marché. Et je vous remercie de nous accueillir tous ce soir. Et puis ce public qui était là. Merci Marie. Merci à vous. Puis on se retrouve très bientôt, je crois, pour une séance de dédicace. Merci beaucoup Marie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.